Bonjour, je rappelle ici le sens de ces vidéos qui se présentent comme des formes de cours de formation. En fait, je souhaite transmettre des outils et des repères qui seront utiles à toute personne pratiquant la relation d'aide. Ça se présente sous la forme de cartes, les cartes du thérapeute, aussi appelées cartes outils psy. Ce sont des cartes de repérage, d'une part, comme lorsqu'on consulte une carte routière, mais aussi des cartes à jouer qui serviront de soutien mnémotechnique. On en trouvera une dans chaque PDF associée à chaque vidéo. Alors, je distingue 3 types de cartes. Les cartes vertes, qui sont les pratiques efficaces et indispensables. Les cartes oranges concernent des interventions qui sont parfois utiles et parfois non souhaitables. Et les cartes rouges signalent les attitudes et les interventions à bannir. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Aller vers l'émotionnel ». Voyons de quoi il est question et pour cela commençons par comprendre l'enjeu psychique des frontières, car nous devons apprendre à les franchir en sécurité lorsque ça sera nécessaire pour oser nous approcher de l'émotionnel violent. Les frontières. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir la vidéo que j'ai réalisée spécialement sur le thème des frontières. Alors, pour nous construire psychiquement, nous avons dû établir tout au long de notre développement des frontières internes sécurisantes. Celles-ci sont destinées à 2 choses. Premièrement, distinguer des espaces différents. Et deuxièmement, garantir de ne pas être envahi par ce qui nous fait peur ou par ce que nous avons décidé de rejeter. Distinguer des espaces différents. Pour cela, les frontières sont nécessaires. Par exemple, comme l'ont montré Konrad Lorenz avec la découverte de l'empreinte et René Spitz avec l'empreinte du visage humain qui se grave en nous dès les premiers mois de notre vie, une première frontière s'établit en garantissant que nous faisons partie de l'espèce humaine et non pas d'une autre. C'est une première frontière différenciante et elle va être suivie tout au long de l'enfance par d'autres frontières qui sont aussi des différenciations. Par exemple, 2 autres capitales. La frontière qui me garantit que l'autre, ce n'est pas moi, et que moi, je ne suis pas l'autre. Donc, du coup, j'ai le droit de ressentir et de penser ce qui se dit en moi personnellement en mon fort intérieur. Et la frontière qui me garantit que mes pensées et mes fantasmes se situent à l'intérieur de moi et ne présentent pas un pouvoir de transformation immédiate de l'extérieur. Je peux donc imaginer des tas de choses, par exemple tuer l'autre, et constater que dans la réalité, il reste bien vivant. Différence entre le fantasme et la réalité. Ouf, j'ai le droit de fantasmer sans danger. Il y a bien d'autres frontières différenciantes que je n'aborderai pas ici. L'essentiel à retenir, c'est que ces frontières différenciantes sont indispensables à la sécurité intérieure. On peut d'ailleurs le voir dans les psychoses, assorties de leurs angoisses majeures et terrifiantes, qui vivent quelque chose comme suis-je moi ou suis-je un autre, un objet, un animal? Mes pensées sont-elles les miennes ou bien me reviennent-elles comme des voix extérieures qui me parlent? Mes visions hallucinatoires sont-elles réelles ou non, etc. Toutes choses complètement affolantes. Et du coup, on peut dire que, en l'absence de frontières sûres, ma vie psychique est chaotique et angoissante. Frontières sûres. Mais on constate aussi que ces frontières doivent être à la fois suffisamment imperméables pour garantir ces espaces sûrs, mais à la fois suffisamment poreuses pour laisser la place à la créativité et à la sensibilité. Exemple. Dans les cultures primitives où règne l'animisme, tout me parle. Les arbres, les animaux, et mon animal totem m'indique que l'espèce humaine dont je fais partie
reste ouverte et sensible à d'autres espèces. Autre exemple, dans la relation à l'autre, je sais que l'autre et moi, on est différents. Et pourtant, mon empathie et mes neurones miroirs me permettent de sentir l'autre et de voir que je ne suis pas enfermé dans une solitude, un solipsisme stérilisant. Autre frontière, mes fantasmes n'ont pas le pouvoir de devenir immédiatement impactants sur la réalité externe, et pourtant ils m'indiquent, sous une forme symbolique, la façon dont le réel et moi interagissons. Ce sont donc de précieux indicateurs et parfois ils permettront ainsi une action adéquate pour transformer le réel externe. Donc vous voyez que toutes ces frontières tellement sûres doivent être aussi des frontières un peu poreuses, suffisamment susceptibles de laisser passer un certain nombre de choses. Retenons donc pour finir que nous avons besoin de frontières discriminantes qui nous cantonnent dans des espaces sécurisés, mais qui risqueraient d'être des étouffoirs si elles n'étaient pas susceptibles d'être transgressées. Une sorte de dilemme entre sécurité et créativité, entre stabilité et aventure, toutes deux étant nécessaires. Donc différenciantes, mais garantir la sécurité intérieure aussi. Se protéger de l'intérieur. En effet, un autre genre de frontière, c'est celui qui existe entre les différents espaces internes à nous-mêmes. En effet, lorsque l'enfant que nous étions, démuni tel qu'il était, a vécu des émotions terrifiantes, ne sachant pas comment les gérer, il a été obligé d'apprendre à s'en protéger en les repoussant, en les enfermant dans des placards intérieurs ou derrière d'énormes murs, dans des pièces secrètes et interdites de son psychisme. N'ayant pas la capacité de contenir et de traiter ce qui nous terrifiait, nous déstructurait, nous faisait éclater d'inquiétude et de peur, risquait de nous rendre fous, nous avons trouvé une solution. Mettre tout cela en prison, hors de notre vue. Refoulement, clivage, formation réactionnelle, mise à l'écart, etc. Nous avons élaboré des stratégies pour pouvoir survivre à ce qui nous paraissait impossible à affronter, traumatisme, situation incompréhensible, douleur terrible, comme seuls peuvent en vivre les enfants. Rappelons par exemple en quoi consiste le bien connu refoulement. Voici donc comment ça se passe. Une situation déclenche en nous une émotion particulièrement déstructurante. Mettons par exemple un abus sexuel qui est venu fracturer les frontières du corps et qui fait ressentir des émotions ambiguës et terribles. Ou bien un abandon incompréhensible. Par exemple, le placement dans une autre famille pour des raisons qui échappent à l'enfant et qui le laissent très perturbé. Pour éviter de continuer à être bouleversé par ce cocktail d'émotions insupportables liées à la situation, le psychisme va enfouir, oublier la situation qui amène tant de dangers de déstructuration et d'éclatement sous la douleur. Le souhait est le suivant. Si j'oublie la situation que j'ai vécue, si je n'en ai aucun souvenir, alors je ne subirai plus ce maelstrom émotionnel affolant qui va avec. Ainsi, le refoulement, l'oubli, la mise au cachot dans un lieu de mémoire inaccessible a pour but de faire cesser le tsunami émotionnel qui était lié à la représentation, au souvenir concret de la situation perturbante. J'ai établi une frontière interne que je souhaite la plus imperméable possible entre mon moi conscient, celui qui doit continuer à avancer et à vivre, et une partie de moi désormais inconsciente. Cela n'a pas eu lieu, la preuve, je n'en ai aucun souvenir. Mais cette frontière interne rassurante entraîne cependant de nombreux inconvénients. Premièrement, la partie en prison cherche à s'évader. Elle frappe à la porte dès que quelque chose de notre vie la réveille. Elle veut être reconnue et qu'on tienne compte d'elle.
et qu'on tienne compte des vérités dérangeantes dont elle est porteuse. Cette pression interne nous met sous tension. Et sans vraiment que nous sachions pourquoi, nous avons des angoisses, des diarrhées, des fatigues. C'est dû à cette pression de la partie en prison qui cherche à s'échapper. Deuxièmement, une des façons pour cette part interdite de tenter d'être reconnue s'appelle la compulsion de répétition. Ce qui veut dire que je vais me remettre inconsciemment dans la situation qui m'avait tellement perturbé. Je vais la revivre. C'est comme une sorte de destin qui semble me poursuivre. Répétition de situations où l'autre abuse de moi, pas forcément sexuellement, dans le cas de l'abus cité tout à l'heure. Répétition de situations où je suis abandonné, de manière qui me paraît peu compréhensible, etc. Bref, ce que j'ai fui et enfoui me poursuit et me rattrape dans sa tentative d'être enfin vu, reconnu et terminé autrement. Troisièmement, si le refoulement a réussi à oublier la situation, par contre, l'émotion que cette situation avait entraînée n'est pas facile à faire disparaître. En effet, si je peux oublier le souvenir, je peux difficilement contrôler les tensions internes et somatiques qui nourrissent mon émotion. Une marque émotionnelle reste en arrière-fond et vient colorer mes ressentis et ma vision du monde. Bref, le cœur de tout cela, c'est la gestion de l'affect, la façon de traiter l'émotionnel. Si je n'avais pas si peur de retrouver ces émotions terrifiantes, alors je pourrais m'approcher de ce qui a été refoulé et le traiter désormais avec mon psychisme adulte, lui-même appuyé en sécurité sur le psychisme du thérapeute qui m'accompagne dans cette aventure de redécouverte du refoulé, de l'interdit. De ce fait, approcher ensemble l'émotionnel le plus enfoui présente beaucoup de conséquences positives. D'abord, la personne a de moins en moins la crainte de s'approcher des zones douloureuses ou perturbantes. Elle s'est accoutumée à suivre la voie de son émotionnel et par conséquent, elle a progressivement moins peur de voir enfin ce que, jusqu'à présent, elle s'efforçait de mettre de côté. Ensuite, le chemin de l'émotionnel profond étant parcouru ensemble, en alliance avec le thérapeute, la sécurité pour s'y aventurer est beaucoup plus grande. La confiance en soi et dans la relation s'établit grandit suite à cette expérience. Ça sera ensuite un atout pour aller vers des solutions nouvelles, plus de confiance en soi et plus de confiance à la thérapie. Aussi, la personne découvre que sa vulnérabilité émotionnelle, loin d'être une faiblesse dans la relation, et sous réserve d'être contenue, amène une profondeur d'échange qui favorise l'intimité et le partage humain. J'en ai parlé dans le livre Le cœur métamorphe, que vous pouvez consulter en intégralité sur le site r-psy.fr. Enfin, elle peut aussi, désormais, être plus tranquille lorsqu'elle se met en lien avec ce qui veut se dire en elle-même, au lieu que l'émotion soit crainte comme auparavant. Celle-ci reprend tout au contraire son rôle de boussole et d'indicateur fiable. L'émotion acceptée et contenue favorise la porosité des frontières internes. La personne ressent plus facilement ces diverses voix intérieures qui ont besoin de s'exprimer et d'être entendues afin de ne plus provoquer de symptômes. Dans cette veine-là de porosité des frontières internes, il y a 3 passes frontières tout à fait utiles lorsqu'on cherche à se connaître et à comprendre ce qu'il s'agit en nous-mêmes. L'émotion, les images, l'altération corporelle. Nous y reviendrons. Voyons la pratique concrète.
Par conséquent, le ou la thérapeute, avant toute autre intervention, aura pour tâche de favoriser le lien émotionnel entre soi et soi, et plus tard entre soi et l'autre. C'est ainsi que s'instaurera une alliance forte, propice à tous les changements. Encore une fois, évidemment, ce rappel à nous un leitmotiv, l'aidant ne pourra accompagner l'autre vers l'émotionnel douloureux ou perturbant que si lui-même est tout à fait à l'aise avec cela, ayant personnellement auparavant parcouru ce chemin-là, ce travail intérieur indispensable. Et je le rappelle, indépendant des connaissances universitaires ou des savoir-faire techniques, un travail intérieur. Une fois posé ce rappel, voyons donc comment s'y prendre en pratique. Technique, il s'agit d'aider dans 3 directions. La différenciation entre les vécus émotionnels, l'identification de la piste émotionnelle centrale, qu'on pourrait appeler aussi l'émotion racine, et la mise en sens de ce qui veut se dire là. Ce sont les 3 directions, et pour cela, il y a des moyens qui sont de 4 ordres. Les questions adéquates, centrées sur l'émotionnel, la participation intérieure du thérapeute en système A2, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, SA2 qui évitera ainsi que les questions qu'il pose soient vécues comme intrusives, l'utilisation de métaphores pour permettre que les images viennent favoriser les étapes nécessaires dans la marche vers soi-même, et éventuellement des pratiques complémentaires destinées à favoriser l'identification du vécu émotionnel de la personne, le QCM, question à choix multiples, le recours au tiers extérieur supposé. Nous verrons tout ça. Alors, voyons des exemples. Voici une femme de 35 ans qui souffre de maux divers, angoisse, pleurs sans raison, douleurs physiques, type de fibromyalgie. Elle dit « J'en ai marre, je suis fatiguée de toujours tout faire à la maison. » Sa thérapeute répond « Ça fait quoi de se sentir obligé de tout faire à la maison ? C'est un peu comme si j'étais l'esclave ou la bonne chargée de satisfaire tout le monde. Et on se sent comment quand on est la bonne comme ça ? Ben, une sorte d'objet utile et pas une personne humaine. N'être qu'un objet utile, ça suscite quelle émotion ? Je sais pas vraiment. Est-ce que ça serait de la tristesse, de la colère, de la peur, du dégoût par exemple ? QCM, question à choix multiples, destinée à différencier les vécus émotionnels internes. Peut-être de la colère ? Peut-être de la colère, mais encore. Ou de la tristesse ? De la tristesse. Ce serait comme si quoi ? Passage par la métaphore. Comme si j'étais un rien du tout qu'on regarde à peine, malgré ses efforts. Et ce rien du tout, il ressent quelle émotion ? Pas le droit de vivre, pas le droit d'être aimé. Ça fait quoi de ne pas avoir le droit de vivre, pas le droit d'être aimé ? La personne reste en silence et puis elle dit du désespoir. Comment se dirait ce désespoir ? Si c'est ça, autant mourir. Et la personne se met à pleurer. Une partie de vous se sent désespérée au point de ne plus avoir envie de vivre. La thérapeute est elle-même dans sa propre danse de gémellité et sa façon d'accompagner fait donc sentir à la personne qu'elle comprend vraiment ce désespoir et ce quasi-désir de mourir. On notera dans ces échanges les points suivants. Parti du constat que la personne en a marre de tout faire à la maison, on arrive à un vécu émotionnel de désespoir, bien plus lourd. Ce vécu émotionnel éclaire ce qui se dit dans les symptômes de cette femme.
Cette descente progressive vers ses propres enfers présente les atouts suivants. Il ne suffit plus de sortir du rôle de la bonne à tout faire, non reconnue dans ses efforts. Il s'agit désormais de s'occuper de son désespoir. Ceci donne une motivation bien plus grande pour s'en sortir. Un peu comme le coup de pied qu'on donne au fond de la piscine pour éviter de se noyer. Le problème, placé à ce niveau, peut amener des lectures nouvelles et fertiles. Elles pourront par exemple être « Je ne suis aimé que si je suis utile, c'est pour ça que je me dois tout faire ». Ou bien « Je dois faire passer les besoins des autres avant les miens ». Ou « Il faut que je m'oublie et que j'oublie les cris de manque et de souffrance qui sont en moi ». Et du coup, d'ailleurs, ceci se transforme en symptômes, etc. Cette façon de voir en face son désespoir va permettre la suite de la séance, qui s'articulera alors autour de thèmes comme « Qu'avez-vous tenté jusqu'à présent pour faire avec tout ça ?» sachant que ces tentatives n'ont pas abouti et ne sont donc pas à reprendre. Que faire différemment désormais pour cette partie désespérée? Vous voyez que tout se place autrement désormais. Alors, il y a des cas particuliers un peu plus délicats que je vais vous indiquer. Le cas de la personne qui a un discours qu'on appelle opératoire. Il peut arriver que la personne soit tellement protégée de tout émotionnel qu'on doive du coup adapter notre façon d'aider. Exemple, cet homme de 50 ans, expert comptable, dont tout le discours est centré sur des faits extérieurs et dénués d'affect, malgré des symptômes importants pour lesquels il consulte, particulièrement des échecs amoureux et sexuels. Je vis seul et je ne sors jamais. Heureusement qu'il y a mon travail et ma télévision. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vit seul ainsi? Rien, c'est la vie, c'est comme ça. Mon appartement est grand et confortable. Oui, vous ne ressentez rien et vous vous dites que c'est ainsi. Imaginons que quelqu'un d'autre explique sa situation dans les mêmes termes, une de vos relations par exemple, qu'est-ce que ce quelqu'un d'autre ressentirait? Peut-être un sentiment de vide. Et ça lui ferait quoi d'être dans ce vide? Bon, je sais pas. On pourrait poursuivre par une tentative de métaphore. Ce serait comme si quoi? Exemple, pense silencieusement la thérapeute comme un condamné à résidence. Ou bien par un QCM. Cela pourrait être de la tristesse, de la peur, de la colère, du ras-le-bol. Bien entendu, dans l'hypothèse où cet homme resterait campé sur le thème « rien ni personne ne ressent quelque chose », reste à la thérapeute de se sentir ce qui se passe en elle-même, de sentir ce qui se passe en elle-même avec bienveillance, ce qu'elle éprouverait dans cette situation. Tristesse, solitude, vide. Son travail intérieur la préparera à ce moment-là à saisir les reformulations adéquates pour aider le chemin vers l'émotionnel interdit lorsque celles-ci permettront de suivre cette piste au détour de quelques phrases. Mais il est probable qu'alors elle utilise dans les séances suivantes un autre passe-frontière auquel une carte est consacrée, le recours aux images. Ça, c'était le premier point un peu délicat, le discours opératoire sans aucun affect. Un deuxième point un peu délicat, c'est l'émotion raquette. La personne qui ne connaît qu'une seule émotion. Une émotion qui surgit à la place de toutes les autres. Ce que, en AT, analyse transactionnelle, on appelle l'émotion raquette. Exemple. Quel que soit ce qui lui arrive, la personne ressent toujours la même émotion. On la quitte, elle pleure de tristesse. On lui marche sur les pieds, à la place de la colère, elle pleure de tristesse. On lui fait un cadeau, à la place de la joie, elle pleure de tristesse, pensant peut-être à tous ceux qui ne peuvent pas recevoir cela, etc. Cette émotion masque présente deux désavantages.
La personne ne peut pas discriminer vraiment ce qui se passe en elle, et donc ne peut pas adapter ses actions en fonction de sa boussole interne. Et deuxièmement, le risque d'être mal comprise relationnellement. Ce risque est élevé, et il sera source de malentendus. Face à cela, et à son ressenti interne lui indiquant qu'il y a erreur d'aiguillage, la thérapeute tendra la perche pour rechercher et identifier les autres émotions. Est-ce la tristesse? Quelle émotion pourrait-il y avoir? Quelqu'un d'autre ressentirait quoi dans cette situation? Quels sont vos signaux corporels dans la situation que vous décrivez? Etc. Bref, et en conclusion, il est évident que cette carte, comme d'ailleurs toutes les autres, n'épuise pas la question et mériterait de longs développements assortis de cas cliniques. Mais sa fonction étant celle d'un aide-mémoire, je résumerai donc cette pratique. L'émotion est un des passes-frontières qui permettra d'aller vers l'essentiel. Il est donc nécessaire d'aller ensemble vers l'émotionnel. Ceci se fera par des questions pour l'accès au monde des émotions internes, la position du thérapeute en SA2 afin d'éviter que ces questions soient intrusives, l'utilisation de métaphores favorisant les étapes nécessaires dans cette recherche de l'émotion racine. Si c'est nécessaire, le recours à des pratiques complémentaires permettant l'identification du vécu émotionnel, le QCM, le tiers extérieur supposé, et la ténacité est bienvenue dans cette recherche. Du côté du thérapeute, nécessité d'avoir fait un travail personnel, par exemple en stage, pour avoir une aisance avec tout son propre monde émotionnel. Il doit se permettre d'aller loin dans une émotion similaire à celle du patient, sans être cependant trop débordé. Une part est émue, une autre est au contrôle. La suite et les autres aspects se trouvera donc dans les autres cartes du thérapeute. Et comme à l'accoutumée, je finis sur une phrase qu'on pourrait retenir. La peur infantile d'émotions destructrices m'a conduit à me couper d'une part de moi-même, et ma tâche adulte, c'est de me réunifier en allant affronter le dragon. Voilà. Vous pouvez bien entendu me demander à recevoir le PDF de cette vidéo en écrivant à l'adresse mail ci-dessus. Et je vous dis donc au revoir.